Donald Kirkpatrick était un chercheur américain. Il s'est posé une question il y a un certain nombre d'années, c'était en 1959, donc ça n'est pas tout récent. Il s'est posé cette simple question: qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation en termes d'impact? Voilà, lorsqu'on réalise des formations, quels sont les résultats possibles? Et il en a déduit 4 niveaux d'évaluation. Bienvenue dans le podcast Formation Innovation, le podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'experts de la formation. Chaque semaine, je m'efforce d'inviter une personne remarquable avec qui j'échange sur ses méthodes, ses outils et sa vision de la formation. L'objectif de ces conversations est de montrer que l'on peut former autrement et, avec un peu de chance, vous inspirer à appliquer leurs conseils dans vos formations. Si vous appréciez cet épisode, n'oubliez pas de donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Je lis tous les commentaires et c'est ce qui permet au podcast de continuer à exister. Vous retrouverez les outils, livres, personnes et autres sujets évoqués pendant le podcast sur formation-innovation.com. Bonjour Jonathan, merci d'être présent avec moi aujourd'hui, comment ça va ? Bonjour Elliot, ça va très bien et toi? Très bien, merci. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode de podcast par te présenter et présenter ce que tu fais, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors, Jonathan Potier, j'ai travaillé 19 ans, comme je le dis souvent, côté prestataire, donc comme consultant, comme formateur, dans des startups aussi, comme directeur produit innovation, etc. Et j'ai rejoint l'entreprise AG6, qui est une ESN, une entreprise donc de services du numérique, depuis janvier 2022, comme responsable de l'académie, donc pour le dire simplement, comme responsable formation. Et j'ai conservé en parallèle une activité de consultant en indépendant dans le domaine de l'évaluation des formations. Alors effectivement, là tu me racontes ton passé récent, enfin ton actualité plus exactement. Oui, Je oui, vois aussi, parce que du coup je me suis amusé à aller sur ton LinkedIn, hein, évidemment, voir que tu as été Kirkpatrick Certified Facilitator. Euh, exactement. Moi la méthode Kirkpatrick me fascine. Est-ce que peut-être on peut en parler juste 2 minutes, me dire un petit peu ce que ça veut dire déjà pour ceux qui connaissent pas ? Oui, avec plaisir. Alors Kirkpatrick, alors très rapidement, parce que c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures, Donald Kirkpatrick était un chercheur américain, disparu depuis, qui a créé un modèle d'évaluation des formations, donc 4 niveaux d'évaluation des formations. Il s'est posé une question il y a un certain nombre d'années, c'était en 1959, donc ça n'est pas tout récent. Il C'est s'est posé incroyable. cette simple question: qu'est-ce que l'on peut attendre d'une formation en termes d'impact? Voilà, lorsqu'on réalise des formations, quels sont les résultats possibles? Et il en a déduit 4 niveaux d'évaluation. Et donc 4 niveaux d'évaluation. Le niveau 1, réaction, typiquement ce que l'on appelle l'évaluation de la satisfaction. En France, on parle d'évaluation à chaud souvent. Le niveau 2, apprentissage, qu'est-ce que j'ai appris? Voilà, lorsque je suis une formation, est-ce que j'en ressors intellectuellement ou habilement enrichi? Qu'est-ce que je sais ou sais faire de plus? D'accord. Niveau 3, comportement, ce qu'on appelle aussi le transfert des acquis, et en France, on parle souvent d'évaluation à froid. C'est bon, finalement, voilà ce que j'ai appris, est-ce que je vais l'utiliser en situation de travail? Qu'est-ce que ça change au quotidien pour moi? Quelle pratique je mets en œuvre? Et niveau 4, là, on parle de résultats, donc c'est plutôt l'impact sur l'entreprise. Donc, je vais prendre un exemple simple, mais une formation commerciale, est-ce qu'elle a eu un impact sur le chiffre d'affaires, par exemple? Voilà en gros les éléments, les éléments de manière très synthétique qui décrivent le modèle de Kirkpatrick. Ok, alors merci pour l'explication. Ça me permet d'avoir, c'est bien la première fois à l'oral que j'entends une explication très claire. Euh, Merci. Et est-ce que ça a évolué depuis 1900, alors c'est 59 tu me disais, 59, c'est ça. voilà. Est-ce que ça a évolué? Est-ce que la méthode a évolué ou est-ce que ça s'applique vraiment toujours tel quel? Alors, elle a évolué. Alors, oui et non, c'est-à-dire que, enfin, oui et oui plutôt, dans le sens où le modèle est toujours valable, parce que finalement, on attend toujours la même chose d'une formation. C'est-à-dire que même une formation qui était donnée en 1959 ou une formation qui est donnée en 2023, on attend toujours de l'apprentissage, de la montée en compétences, du transfert des acquis, si possible de l'impact, etc. Donc ça, c'est toujours valable. En revanche, le modèle a aussi évolué. Il a été mis à jour en 2010. Alors, c'est une histoire de famille par James et Wendy Kirkpatrick, qui sont donc respectivement fils et belle-fille de Donald Kirkpatrick. Donc, ils ont repris le travail du D'accord. père et ils ont mis à jour le modèle. Et donc, on a le nouveau modèle de Kirkpatrick qui a été donc mis à jour en 2010 et qui précise un certain nombre de choses. Mais on va dire la philosophie du modèle reste la même.
c'est vraiment de se mettre d'accord sur ce que l'on attend d'une formation, de penser niveau d'évaluation et de ne pas se cantonner à la sacro-sainte évaluation à chaud, évaluation de satisfaction, vraiment en essayant de démontrer l'impact, la valeur ajoutée des formations. Donc aujourd'hui, c'est ça qui change. On va être un peu plus orienté sur les résultats, le dernier point de Kirkpatrick. Oui, exactement, c'est ça. C'est que on essaye finalement de faire avec la formation ce que l'on fait dans bien d'autres, enfin dans l'ensemble des fonctions de l'entreprise finalement. C'est-à-dire qu'on imagine très mal, je vais reprendre l'exemple commercial, mais on imagine très mal une direction commerciale dire en fin d'année, bon écoutez, cher Codir, nous sommes très, très heureux de vous dire que nous avons réalisé 5000 coups de fil, nous avons envoyé 3000 devis, nous avons établi autant de bons de commande, etc. Et au bout d'un moment, on nous dirait, oui, ok, mais so what? C'est quoi le chiffre d'affaires concrètement? Eh bien, en formation, on est encore bien souvent scotché, je vais dire ça comme ça, mais sur les activités. Voilà, combien d'heures on a passé en formation, combien de jours, combien de personnes ont été formées, etc. Mais au bout du compte, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les résultats effectifs. Et donc la montée en compétences, l'impact sur l'entreprise. Et donc ça, c'est le niveau 4. Et donc ça intéresse évidemment les commanditaires, les clients, qu'ils soient internes ou externes d'ailleurs. Ok, très intéressant. Donc tu parlais de l'évaluation à chaud, à froid, de satisfaction, donc les évaluations qu'on a le plaisir d'envoyer pour Calliope, mais qu'on ne Oui, regarde plus jamais dans la plupart des cas. c'est Comment ça. tu rends les évaluations un peu plus intéressantes? Et est-ce que tu peux me dire comment toi tu appliques, alors je saute peut-être un peu les étapes là, mais qu'est-ce que tu fais chez AG6 pour rendre les évaluations, les questions de la formation plus pertinentes? Alors, j'ai un avantage chez AG6, c'est que nous sommes une PME, hein. Nous sommes 70 collaborateurs, donc on va dire j'ai l'avantage de la taille. C'est-à-dire que je connais personnellement chacun de mes collègues, et donc c'est très facile pour moi de faire du Kirkpatrick sans nécessairement passer uniquement par les questionnaires. Donc j'ai quand même déployé tout un dispositif d'évaluation, mais je fais beaucoup d'évaluations qualitatives, au sens où voilà, j'ai un collègue, par exemple, qui a suivi récemment une formation qui était gestion du temps et des priorités. Je le contacte et je lui pose aussi des questions, entre guillemets, kirkpatrickiennes en direct. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu en retiens? Comment tu mets ça en pratique? Et je vais même jusqu'à en faire un podcast, tiens, interne pour valoriser auprès des collègues les effets de la formation, pour les inspirer, leur donner envie peut-être de suivre cette formation, etc. Donc, Ça, c'est j'utilise du questionnaire et du qualitatif aussi. OK, donc ça c'est génial d'utiliser, le contenu même en interne, donc pas oublier que le contenu c'est pas que pour l'externe, donc on peut aussi, Mmh. réutiliser ce qu'on fait à l'intérieur. Tu parles de questions, kirkpatrickiennes, pardon, Oui, 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 oui. et et je vais y arriver, hein, et en même temps tu me parles de résultats. Heu, Comment, tu arrives avec du qualitatif à prouver qu'il y a eu du résultat? Comment est-ce que tu arrives à le traduire, par exemple si ta direction te demande, «Bah tiens, est-ce que cette personne est plus productive?» Comment ça se passe? Alors si, alors là, là c'est une question, alors moi du coup dans ma tête, tu vois, j'ai toujours ce modèle, hein, donc là pour moi c'est du niveau 4. La productivité égale niveau 4, augmentation de la productivité que l'on peut mesurer de différents moyens. Alors soit on a des éléments on va dire objectifs, quantitatifs, des indicateurs de résultats. Donc on pourrait se dire tiens, je sais pas, pour un projet, par exemple, j'ai des collègues voilà, dans le domaine de l'informatique qui conduisent des projets de changement d'infrastructure complète en informatique, changement de serveur, etc. On pourrait se dire, OK, quel est, en termes de quantité, de qualité, de coût, de délai, etc., comment est conduit notre projet? Est-ce qu'on termine dans les temps? Est-ce qu'on arrive à mettre en œuvre autant de serveurs en autant de jours, etc., etc. Bon, ça, c'est du quanti. Mais le quali pourrait être aussi, on va dire, on pourrait compléter ces indicateurs quantitatifs par des indicateurs plus qualitatifs et je pourrais aller poser la question au client en lui disant, voilà, est-ce que lorsque vous travaillez avec nous, est-ce que vous estimez que les projets sont conduits dans les temps, de manière satisfaisante? Est-ce que le rythme du projet est le rythme d'avancement en tout cas du projet est celui auquel vous attendiez, etc. Donc c'est du qualitatif, c'est moins précis. N'empêche que dans la bouche du client, ça a de la valeur. Parce que même si les indicateurs, on va dire quantitatifs,
montre que le projet est sur les rails. Si le client a une perception qui est contraire à cela, au final, c'est le client qui nous juge. Donc, il y a un équilibre à avoir entre des indicateurs plutôt quantitatifs, généralement objectifs, et des indicateurs qui vont être plus subjectifs, mais parce que voilà, si mon client pense ça, nécessairement, j'ai plutôt intérêt à en tenir compte, et sa voix VOIX a autant de valeur que ce que je peux retrouver dans les indicateurs. Ok, et combien de questions tu poses en général? Combien de temps dure par exemple alors une évaluation quantitative? Combien de questions? Et peut-être en qualitatif, combien de temps? Quel est le juste milieu entre je pose 50 questions et puis Ouais. on pose 2? Alors, ça dépend d'énormément de paramètres. Alors, je sais que c'est pas une réponse qui est simple, Bien sûr, c'est toujours on mais dépend, ça dépend, mais bien exactement, sûr. ça dépend, tout à fait. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais on va éviter le ça dépend ici. Et alors, un questionnaire, lorsque c'est un questionnaire, alors il y a je me base sur des études qui ont été faites sur la corrélation entre le nombre de questions et le taux de retour, le taux de réponse au questionnaire. Donc finalement, plus on pose de questions, plus ça va demander du temps aux répondants pour y répondre justement, et ça va avoir un impact sur le taux de retour. Et des études, notamment dans le domaine du marketing, ont montré que au-delà de 4 minutes pour répondre à un questionnaire, on perdait 50% des gens. Donc moi, je me suis toujours fixé cette règle, c'est de dire pas plus de 4 minutes pour compléter un questionnaire. Et donc, on en arrive à des questionnaires qui généralement, allez, on va dire, font 10-12 questions, et avec 80% de questions fermées et peut-être 20, et donc 20% de questions ouvertes. Ça, c'est Ok, pour des donc questionnaires. ouais, donc ce qui a du sens, parce que c'est vrai, 4 minutes, c'est déjà un petit peu long si le sujet nous intéresse peu. Ah, Après, complètement. j'imagine que ça dépend du contexte également. Si on demande ça juste avant la fin de la formation, alors que la personne est encore dans la classe, Tout à on peut se fait. permettre de glisser une question ou deux de plus. C'est ça. mais, que, mais que si, par contre, c'est en asynchrone et que c'est pour une enquête, par exemple, j'imagine que 4 minutes peut paraître très long. Oui, Ok. exactement. Exactement. Donc c'est vrai que le moment a son importance, comme tu le dis, et là, c'est vraiment. Enfin, il y a aussi la manière dont tu parlais du contexte, mais la façon de présenter l'évaluation. Si on dit, Oui, voilà, il est 17h, on devait terminer à 17h, mais il est 17h05, je bloque la porte, comme ça, personne ne quitte la salle de formation, il faut à tout prix répondre à mon questionnaire. Alors oui, tout le monde va répondre, ils n'auront pas le choix. Par contre, la qualité des réponses, elle sera largement discutable. oui. Si on fait ça Ok. le lendemain et qu'on explique, attention, vous allez recevoir un questionnaire, c'est très important pour nous, vous aurez un compte rendu, une synthèse des résultats, etc. Là, on va avoir des réponses qui sont quand même plus riches. Et donc sur le qualitatif? Alors sur le qualitatif, pardon, ça dépend vraiment de l'interlocuteur et de sa disponibilité. Mais allez, moi je ne veux pas effrayer, parce que c'est vrai on pourrait parler pendant des heures avec quelqu'un qui nous fasse vraiment un compte rendu de sa formation, mais lorsque j'en discute, je prends mon exemple avec des collègues, allez, voilà, on peut discuter une vingtaine de minutes avec eux, c'est déjà largement suffisant, et encore, vraiment une vingtaine de minutes, parce que j'essaye d'avoir de la matière aussi enfin, qui puisse intéresser les autres collègues pour l'utiliser à des fins de marketing interne. Donc voilà, j'essaye de capter des moments intéressants. Donc, je le disais, je fais un podcast interne aussi. Et pour pouvoir communiquer ça aux collègues, et que ça soit pas juste, écoute, alors, tu as apprécié la formation? Oui, non, ok. Et puis que finalement, ça soit une forme orale, verbale d'un questionnaire que j'aurais pu simplement envoyer par email. Et ouais, c'est peut-être l'occasion d'aller creuser sur le pourquoi de tu me réponds Tout ça, à fait, et d'aller exactement. à la source vraiment de ce qui marche ou ce qui marche pas pour pouvoir le répéter ou l'éviter. Exactement. J'imagine bien. Ok, La donc qui méthode des revient 5 pourquoi. Pourquoi, exactement pourquoi, la méthode des pourquoi, 5 pourquoi, pourquoi. mais d'ailleurs qui s'applique un petit peu pour tout en Tout à recherche fait. utilisateur également. Ok, et je vais revenir sur un petit point que tu as dit à un moment. Mhm. euh, Tu parlais des erreurs globalement qu'il pouvait y avoir. Quelles sont les erreurs que tu vois que font les organismes de formation, enfin d'ailleurs de manière générale les personnes qui gèrent la formation au niveau des évaluations? Qu'est-ce qu'il faut éviter à tout prix? Oula, alors je- il y a tellement de choses. On a vu beaucoup. Ah oui, oui, bah depuis des années, depuis des années. Alors, bon, j'en rigole. Alors ça n'est pas drôle, mais
Je pense que déjà, c'est dû au fait qu'on ne prend pas l'évaluation au sérieux. Et donc, souvent, on en fait quelque chose où, bon, voilà, s'il nous reste un peu de temps, on s'intéressera à l'évaluation. Et donc, c'est pour ça que souvent, c'est bâclé. Alors, si on parle des questionnaires, on pourrait parler des questionnaires extrêmement longs, trop longs. Bon, mon record à ce jour est un client, j'en parle souvent, je le cite souvent. Son questionnaire faisait 35 questions, 35, et 35 questions avec 5 questions sur la restauration. Donc, moi, je trouvais ça extraordinaire. Donc, voilà, la entrée, plat, dessert, digestif, tout y passait, quoi. Et donc, voilà, l'image que l'on renvoie, c'est que la formation doit être un endroit où on mange bien. Alors, c'est bien, oui, c'est bien manger en formation, mais il y a d'autres choses quand même. Donc, des questionnaires trop longs, des questions mal formulées. Alors, soit des questions à rallonge avec du jargon pédagogique. Ce même client posait par exemple comme question qu'avez-vous pensé des modalités pédagogiques, qu'avez-vous pensé des méthodes pédagogiques et qu'avez-vous pensé des techniques pédagogiques. Alors là, on pourrait ouvrir un débat. Différenciation, modalité, méthode, technique pédagogique, même entre professionnels de la formation, tout le monde ne serait pas d'accord. C'est ce que j'allais dire. La question est déjà compliquée pour ceux qui savent de quoi ils Franchement, parlent. exactement. Donc c'était terrible. Ou parfois ce sont des questions mais trop courtes et du coup trop imprécises. Par exemple, accueil. Accueil, qu'est-ce que ça veut dire? Accueil dans le centre de formation, accueil lorsque j'arrive dans la salle de formation, accueil par le formateur, accueil par le groupe, je sais pas, accueil sur le parking, enfin j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, ça, s'il y a un doute, il faut se dire que derrière, on va générer des données imprécises, enfin des réponses imprécises, et donc, je le répète souvent, mais de mauvaises évaluations conduisent finalement à prendre de mauvaises décisions au final. Donc il faut faire attention à la qualité de ces questionnaires. Donc trop long, des formulations, oui, alambiquées, des questionnaires qui finalement restent beaucoup trop centrés sur les questions de satisfaction, pas sur l'expérience aussi d'apprentissage, l'expérience vécue par l'apprenant, pas sur la suite de la formation pour essayer déjà de l'embarquer, même dès le questionnaire d'évaluation à chaud, d'essayer de l'embarquer sur la suite. Qu'est-ce que tu vas en faire, quel est ton plan d'action, etc. Ça, ce sont des éléments plus intéressants que de parler de l'entrée, du plat, du dessert, etc. Comment tu sélectionnes les questions quand tu as un choix infini de questions? Parce que cette personne était peut-être très bien intentionnée, même si effectivement c'est sympa de bien manger en allant en formation. Oui. Comment je fais pour choisir? Est-ce qu'il vaut mieux que je pose 3 questions sur le cours ou sur le futur? Ou est-ce que tu as une astuce pour bien mesurer? Alors, très bonne question, justement, tant qu'on parle des questions. Alors, mon premier filtre est de toujours considérer que une bonne question doit générer des réponses qui mènent à l'action. Donc, lorsque, par exemple, je travaille avec des clients pour faire ou refaire leur questionnaire d'évaluation, je pose toujours ces questions. Voilà, question numéro 1, si l'apprenant vous répond ceci, qu'est-ce que vous faites? S'il vous répond ceci, qu'est-ce que vous faites? Et donc, on doit toujours identifier des actions, que les réponses soient plutôt positives. Ça peut être faire du marketing avec les réponses, ou renforcer, identifier les bonnes pratiques, ou avoir des actions correctives en tête. Et donc, on doit toujours se projeter. Et déjà, lorsqu'on fait ce travail, voilà, le filtre est sans pitié. On se rend compte qu'on pose énormément de questions qui finalement vont générer de la frustration, y compris pour le répondant, parce qu'on va lui poser des questions et on sait très bien que l'on ne pourra rien en faire. Donc on lui demande de consacrer du temps à répondre au questionnaire, mais finalement, voilà, soit on se fait du bien, soit on se fait du mal avec les réponses, mais en tout cas, on n'en fait rien. Donc déjà, ça filtre pas mal. Ok. Et est-ce qu'il y a, il y a une façon d'analyser les questions Est-ce qu'il y a un outil que tu utilises en particulier? D'ailleurs, de manière générale, est-ce qu'on peut parler maintenant peut-être des bonnes pratiques Ouais. pour faire un peu la balance? Alors, des outils, alors il est certain qu'il ne faut pas se priver de digitaliser les évaluations de formation. Parce que c'est quand même très chronophage. Enfin, lorsqu'on fait du papier, c'est chronophage. Alors c'est pas toujours très sympa d'ailleurs d'y répondre pour l'apprenant, pour le répondant.
Et puis derrière, en termes d'exploitation, c'est l'horreur, hein. Voilà, lorsqu'on se retrouve à, j'ai déjà vu ça quand même durant quelques années, lorsqu'on se retrouve à ressaisir des réponses dans un vieux fichier Excel pour espérer ensuite en faire quelque chose, en faire quelques pauvres graphiques, je vais dire, en termes d'analyse, c'est très pauvre, c'est très chronophage. Donc, digitalisons au maximum. Et digitalisons, soit on peut très bien digitaliser, alors soit suite à la formation, donc voilà, je demande aux participants de compléter un questionnaire post-formation, donc par exemple 24 ou 48 heures après la fin de la formation, ils reçoivent ça par email par exemple, mais ça peut être aussi en salle de formation. Et ça, c'est quelque chose, une bonne pratique que je préconise de plus en plus pour éviter d'avoir à rattraper, à atteindre à nouveau les participants Ah une ouais, fois qu'ils ont on quitté la évite de courir salle. après. Exactement, Clair. faisons-le en salle de formation. Par contre, ne le faisons pas à 17 heures. Donc prévoyons une séquence pédagogique dédiée. Ce que je préconise souvent, c'est de faire par exemple cela on va dire à 15h30. Voilà, une formation de 9h-17h. On fait ça à 15h30. Et comme ça, on se donne même du temps pour débriefer derrière. Si on a un outil qui le permet, pourquoi pas de projeter les réponses de manière anonyme et que le formateur puisse aussi réagir, puisse apporter des compléments et puisse discuter aussi de la suite de plans d'action, etc. Par exemple. Donc un outil, enfin voilà, pour moi digitaliser, c'est essentiel déjà. Ok, très clair. Et Et après, vas-y, alors vas-y. oui, on peut, alors oui, on pourrait citer pas mal d'outils, mais de façon générale, on voit alors aujourd'hui euh, les pratiques avec Calliope, hein, tu en parlais tout à l'heure, on voit qu'il y a beaucoup de formateurs, de formatrices, d'organismes de formation qui ont commencé à digitaliser leurs questionnaires. On peut utiliser des solutions gratuites hein, qui peuvent faire le job. Hein. Je pense à des Google Forms, des Microsoft Forms, SurveyMonkey, etc. Ou en tout cas, il y a des versions gratuites, versions payantes pour certaines solutions. Mais on voit que la difficulté souvent, c'est que ça n'a pas été pensé spécifiquement pour les évaluations de formation. C'est quelque chose de très générique. Donc il peut nous manquer des fonctionnalités qui sont essentielles en matière de formation et notamment en matière de restitution. Donc pour analyser, exploiter les résultats, là je pense que c'est plus Peut-être un outil intéressant. qui permet de centraliser tous les questionnaires, par C'est exemple ça, des formateurs, ouais, qui permettent exactement. aux responsables pédagogiques, par exemple, d'analyser de manière globale et pas seulement aux formateurs. Exactement, voilà. Et donc derrière, bon, des fonctionnalités effectivement d'analyse, de communication des résultats. Et là, Les bon, classiques, voilà, quoi, après, c'est ça. exactement, exactement. Voilà. Et là, il y a Alors, des plateformes LMS, alors qui sont généralement pauvres, quand même, il faut le dire. Les plateformes LMS sont généralement assez pauvres en fonctionnalité d'évaluation des formations, et ça, je le regrette. Mais on voit d'autres solutions, alors soit des solutions dédiées à l'évaluation qui émergent, soit des solutions on va dire, liées à la formation, pas forcément des plateformes LMS, mais qui se modernisent, en tout cas qui sont beaucoup plus modernes et qui proposent des fonctionnalités d'évaluation c'est intéressantes. c'est l'occasion de parler un petit peu d'innovation autour de la formation. Mhm. Est-ce qu'il y a des nouvelles technologies, je sais pas, des nouveaux types de questions qui arrivent, qui semblent intéressants ou que tu aimerais qu'ils arrivent plus vite? Alors, il y a, je pense qu'il y a on va dire, il y a un mouvement actuellement qui est très intéressant, alors on va dire, qui est connexe à l'évaluation. C'est tout ce qui concerne justement la partie post-formation. Donc comment on favorise le transfert des acquis, donc le niveau 3, hein, si je reprends le modèle de Kirkpatrick, comment on favorise la mise en pratique, la réalisation des plans d'action, etc. Sur le terrain. Et on voit qu'il y a des solutions dédiées qui émergent, qui se développent, ou alors ce sont des fonctionnalités qui se développent dans les LMS, etc. Mais toute cette partie me semble essentielle parce que moi, je répète souvent, l'évaluation des formations ne sert à rien, alors que j'ai écrit un livre qui s'appelle L'évaluation de la formation. Donc, tu vois, je, me, je me fais un peu mal en disant ça, mais l'évaluation des formations ne sert à rien si derrière on n'exploite pas les données. Et le but premier de l'évaluation, c'est d'améliorer, c'est de maximiser l'efficacité des formations. Et le constat que j'ai fait au bout de plusieurs années à évaluer, c'est que cette partie post-formation est souvent mal outillée. Elle est un peu
la mal-aimée de l'ensemble des étapes de la formation, alors qu'elle est vraiment essentielle. Et aujourd'hui, on voit que c'est un marché qui se développe, et tant mieux, ai-je envie de dire. Qu'est-ce que tu racontes dans ton livre alors, à ce propos? Alors, Pourquoi on dans devrait aller le lire? Raconte-moi quand même. parce que c'est la solution la moins coûteuse pour développer ces pratiques d'évaluation. Alors, au-delà de cette boutade, alors, comme tu le disais, hein, je suis un facilitateur certifié Kirkpatrick, donc c'est vrai que j'ai été formé par les Kirkpatrick, je forme aussi, je réalise des programmes de formation Kirkpatrick, etc., programmes de certification, donc j'ai appris à leur côté vraiment le modèle, comment on l'implémente, etc., quelles sont les bonnes pratiques associées à chaque niveau, etc. Donc le livre est vraiment structuré, notamment autour de ce modèle, et l'idée, c'est vraiment que n'importe quel professionnel de la formation, qu'il soit responsable de formation, qu'il soit voilà, consultant, formateur, etc., puisse développer ses méthodes, ses pratiques, ses outils d'évaluation et relever le défi d'aller jusqu'à la démonstration de l'impact des formations, donc jusqu'au niveau 4, et d'avoir des outils, des grilles, des référentiels de bonnes pratiques, etc. Donc j'ai voulu en faire un livre qui soit très pratico-pratique. Euh, Moi, à la base, je me suis basé sur mes travaux. J'ai rédigé et soutenu une thèse de doctorat en sciences de gestion sur le sujet de l'évaluation des formations. Ma thèse fait 1199 pages. Je ne voulais pas imposer ça aux lecteurs, donc C'est j'ai un peu voulu. long, ouais. Voilà, merci pour eux. J'ai voulu synthétiser cela et en faire un outil très pratico-pratique. Et là, il en est à la 3e édition. Et donc, voilà, si je me fie à ce que disent les lecteurs, ça leur a bien rendu service pour justement ne plus reproduire les erreurs dont on parlait tout à l'heure, entre autres. Alors, ça me fait penser à une question. Est-ce que les questionnaires, les évaluations, les QCM, alors les QCM, j'ai peut-être la réponse quand même, mais devraient plutôt être écrits par les formateurs, l'administrateur, le responsable pédagogique, ou bien en collaboration? Comment tu fais pour que, par exemple, dans ton organisation, ça fonctionne bien? Alors, alors tout dépend effectivement de quel questionnaire, ou tout dépend comment tu définis questionnaire et QCM. Si on parle vraiment de questionnaire au sens, voilà, si je reprends le modèle Kirkpatrick, si on pense, voilà, questionnaire d'évaluation de la satisfaction ou du transfert des acquis, etc., on peut avoir un certain nombre de questions qui peuvent être génériques. Et donc, c'est OK si on fait cela indépendamment des formateurs, des experts métiers, etc. Bon, évidemment, on va tenir compte, voilà, on va tester les questionnaires, on va tenir compte de leur avis, mais il n'y a pas besoin d'avoir une expertise métier, au sens une expertise en lien avec le thème de la formation pour faire cela. Par contre, si on fait des QCM, type des quiz d'évaluation des connaissances, etc., là, nécessairement, il faut connaître le sujet. Moi, dans mon entreprise, je suis bien incapable, enfin, je peux me débrouiller avec ChatGPT, par exemple, maintenant, mais je me sens bien incapable de dire, voilà, on va faire un bon quiz d'évaluation des connaissances sur, je sais pas, les meilleures pratiques en termes de cybersécurité, etc., si je ne travaille pas avec mon collègue qui est spécialisé sur la question. Donc forcément, voilà, si ce sont des questions génériques, moi je suis complètement à l'aise pour trouver les bonnes formulations, etc. Et encore heureux, j'ai envie de dire, pour des questions de satisfaction, des questions sur le transfert des acquis, etc. Par contre, sur le niveau 2 apprentissage, là, j'ai besoin de travailler, alors, avec les formateurs ou avec les concepteurs pédagogiques ou avec les experts métiers, ça dépend, pour capter les bonnes notions et puis savoir comment on va pouvoir différencier la personne qui a appris de celle qui n'a pas appris. Ok, très clair. J'aimerais aborder un dernier sujet avant qu'on passe sur les questions de la fin. Oui. Euh, Tu mets que tu aides ton entreprise à devenir apprenante. Mhm. Est-ce que tu peux me dire ce que pour toi veut dire une entreprise apprenante? Concrètement, qu'est-ce que tu mets en place pour que les employés, les collaborateurs dans ton entreprise arrivent à développer leurs compétences? Alors, c'est un grand défi. Derrière entreprise apprenante, ce que je mets, c'est que euh,
l'apprentissage est présent et comment dire? C'est une préoccupation pour l'ensemble des parties de l'entreprise, de la direction jusqu'aux collaborateurs lambda, en passant par les équipes. Et donc par apprentissage, j'entends le fait d'apprendre des choses, de les mettre en pratique et de s'améliorer en continu. Donc je vois vraiment l'entreprise comme étant un système vivant, qui est en mesure d'apprendre de ses succès comme de ses échecs. Donc le collaborateur doit pouvoir développer ses compétences, ça c'est OK, je pense que, que tout le monde comprend bien ce que ça signifie, mais les équipes doivent être capables d'apprendre collectivement et l'entreprise elle-même doit être capable d'apprendre, pourquoi pas de remettre en cause ses choix stratégiques, etc. Donc pour moi, ça passe par de la formation, entre autres, mais pas que. Et donc, pour moi, l'entreprise, je vois vraiment l'entreprise comme un système vivant, capable de s'améliorer en continu. Et donc, la particularité d'AG6 est que, entre autres particularités, AG6 est une entreprise dite libérée. Et donc, on mise vraiment, et ce ne sont pas des vins mouches chez nous, on mise vraiment sur la responsabilisation des collaborateurs. Donc là, moi, je suis ici en tant que capitaine, en tant que responsable de l'Académie AG6. Mon objectif à terme, et ça fait souvent sourire lorsque je lis ça, c'est que l'on n'ait plus besoin de moi. C'est qu'un jour, on me dise, écoute, merci Jonathan pour tes services rendus à l'humanité AG6, mais Donc ça arrive maintenant, pas trop vite non plus, n'est-ce pas? ouais, mais j'accepte la règle du jeu et franchement, c'est l'objectif que je me fixe, c'est que mes collègues puissent dire, écoute, merci pour tout parce que maintenant, on est vraiment au clair de A à Z sur tout le process formation. C'est-à-dire que n'importe quel collaborateur d'AG6 doit être en mesure d'identifier lui-même ses besoins de formation, de choisir la solution de formation ou autre, mais en tout cas la solution qui lui permettra de développer ses compétences de manière autonome, qu'il soit capable de transférer ses acquis, de se responsabiliser, etc., de A à Z. Le jour où on en sera là, bah voilà, moi je n'aurais plus forcément grand chose à faire, et tant mieux, tant mieux. Je pourrais faire autre chose dans l'entreprise, pourquoi pas. Mais en tout cas, Tout à c'est fait. vraiment ça l'idée. Et est-ce que tu peux me parler, peut-être me donner juste un exemple d'un système ou d'une méthode que tu as mis en place chez AG6 pour encourager l'apprentissage? Tu parlais d'apprentissage collectif, de formation Oui, collective? oui. Alors, beaucoup de choses. Alors, un exemple, l'ensemble des collaborateurs d'AG6 suivent, par exemple, une formation. Alors, on a appelé ça les profils d'apprentissage, mais c'est une formation sur apprendre à apprendre. Donc, on fait en sorte que les collaborateurs puissent être au clair, puissent identifier leurs préférences d'apprentissage, puissent comprendre quelles sont les différentes modalités d'apprentissage pour pouvoir s'adapter au mieux à leurs préférences, à leurs contraintes, ne serait-ce que géographiques. On est très nombreux à être en télétravail, donc voilà, dire à chaque fois à des collègues, écoute, c'est du présentiel et tu dois te déplacer, tu dois parcourir la France pour venir faire une journée de formation chez nous, c'est compliqué et un peu abusé. Donc voilà, on les forme là-dessus et tous les collaborateurs sont formés, suivent cette formation et voilà, on fait en sorte que ils soient OK, qu'ils comprennent que tiens, je vais pouvoir me former. Je prends un exemple, mais je suis complètement à l'aise avec le fait de suivre des cours sur LinkedIn Learning. Bon, bah, très bien, voilà, moi je vais me développer mes compétences ainsi, mais je sais que c'est juste suivre des cours, donc faut que je puisse identifier des objectifs de mise en pratique après avoir suivi les cours, et cetera. Donc on fait en sorte de développer cette apprenance, cette capacité à apprendre chez l'ensemble de nos collègues. Ok, merci pour tout ça. Je vois que le temps avance, je te Oui? propose de passer aux questions de la fin si tu es prêt. Est-ce qu'on peut y aller? Ah bien sûr. Super. Pour toi, la formation dans 10 ans, c'est quoi? Oula, alors, dans 10 ans. Euh, alors, je suis très partagé, donc je vais faire deux paris qui ne sont pas exclusifs, hein. Je crois, alors à la fois, j'imagine un développement exponentiel. On est en plein dedans en ce moment, un développement exponentiel et continu de l'intelligence artificielle.
Donc ça, je pense que vraiment, ça va challenger sacrément le milieu de la formation. Je parlais de Alors, chat. je peux dire effectivement en avant-première qu'une fonctionnalité par rapport au questionnaire va sortir, par exemple, avec l'IA sur EduSign. Ah, très bien. Donc, Intéressant. ça arrive effectivement assez vite. Eh ben, écoute, avec plaisir pour la tester. Donc voilà, il y a cet aspect-là, nécessairement. Et donc demain, pour se former, moi le premier, hein, je rigolais à moitié en disant ça tout à l'heure, mais sur ChatGPT, moi je pose des questions quasi quotidiennement et voilà, pour des aspects, on va dire, basiques de certaines formations, je n'ai pas besoin de formateur. Donc le formateur a quand même intérêt à être autre chose qu'une espèce de stock de connaissances que l'on peut interroger en formation ou ailleurs parce que l'IA va faire le job. Ça, c'est le premier aspect. Mais le deuxième aspect, en tenant compte, et ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, en tenant compte des défis écologiques, environnementaux, etc., je pense qu'on risque aussi d'aller vers des modes de formation qui seront beaucoup plus sobres. Et je ne crois pas, par exemple, à un développement du métavers avec le fait d'équiper tout le monde avec des casques de réalité virtuelle, etc. Ça, je n'y crois pas. Ça va être une consommation énergétique monstre. Donc voilà, je pense qu'on va avoir l'IA d'un côté qui représente aussi une certaine consommation énergétique, hein, si on ne retient que cet aspect, mais qui a le mérite de pouvoir être interrogé depuis n'importe quel appareil, depuis n'importe quel terminal, sans forcément surcoût matériel du point de vue de l'utilisateur. Et de l'autre, je pense que l'on va, de gré ou de force, apprendre à former en étant beaucoup plus économe sur le plan énergétique, sur le plan des déplacements. On va davantage interroger lorsque ça vaut la peine ou non de faire du présentiel, du distanciel, etc. On verra moins, je pense, de personnes qui prendront l'avion pour aller suivre une journée de formation dans les îles, si ça se fait encore. Et Voilà. ce que j'allais dire, et on le voit déjà, je pense que tout ce que tu viens d'évoquer, on est au moins à son commencement pour l'IA, mais bien avancé pour d'autres. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a une personne que tu suis tout particulièrement dans l'univers de la formation? Alors j'en suis énormément. Alors je suis très présent sur LinkedIn, donc j'en suis énormément, quasi quotidiennement. Alors je pourrais en citer plusieurs. Là, j'ai envie de citer une personne que j'ai découverte récemment, qui s'appelle Mélina Dupont. Et Mélina Dupont, elle travaille en lien avec le sujet que je viens d'évoquer. Elle travaille notamment, elle a fait un travail intéressant sur les liens entre permaculture et formation. Alors, je suis passionné de permaculture et elle a vraiment réfléchi à, tiens, quels sont les principes de la permaculture et comment on peut les appliquer à la formation pour, je vais mettre des guillemets, faire de la formation de la manière la plus responsable possible. Et donc, elle a publié des choses, etc. Et je trouve que voilà, elle fait vraiment du travail intéressant. C'était même c'était quelque chose que je voulais faire à un moment donné. Tiens, ça m'intéressait les liens. Et bon, elle m'a devancé, donc bravo à elle. Au moins, le travail est fait. Donc voilà. Donc Mélina Dupont, et elle est présente sur LinkedIn. Génial. Est-ce qu'il y a un outil digital que tu utilises ou que tu recommandes? Alors, un seul. Et deux, c'est cadeau si tu veux. Allez, deux, c'est cadeau. Bon. Alors, ça va être un peu particulier parce que ce sont deux outils, mais qui ne sont pas spécifiques à la formation. Le premier se nomme Clap, donc C-L-2-A-P, qui est, peut-être que nos auditeurs connaissent Loop, ou Loom, pardon, Loom plutôt. Voilà, c'est un concurrent de Loom. Je crois que c'est Loom. Voilà, qui permet de réaliser des vidéos. Alors moi, je l'utilise à la fois pour des vidéos pédagogiques, mais aussi même pour des vidéos, pour éviter des réunions avec des collègues, etc., pour que ça soit le plus efficace possible. Et c'est un outil qui permet de faire de la vidéo et donc d'avoir des échanges en mode asynchrone. Je suis assez fan du travail asynchrone. Donc plutôt que de se batailler pour trouver un créneau dans l'agenda, etc., voilà, moi je fais une vidéo avec l'app, ils me laissent leurs commentaires,
Ils vont venir taguer certaines zones de ma vidéo, etc., réagir en direct. Je trouve que c'est très puissant. Et toujours dans le monde, enfin, toujours pour un outil qui n'est pas spécifique à la formation, mais qui est vraiment extrêmement pratique, c'est Notion, donc Notion en français. Et je trouve que c'est vraiment un outil qui est excellent. Et je m'y suis mis assez récemment, et je pense à tous les organismes de formation qui veulent documenter leurs process, leurs outils, notamment pour Calliope, etc. Je trouve que c'est vraiment un outil qui est vraiment extrêmement bien fait et extrêmement utile. Donc effectivement, je confirme que Clap, donc clap.io Oui, d'ailleurs, si vous voulez le site, oui. est bien le concurrent de Loom, donc Ok, merci. Loom. Donc il y a différentes alternatives à ça. Et d'ailleurs, en parlant de Notion, donc notion.so, pour ceux qui chercheraient un équivalent, il y a également ClickUp par exemple, mais donc un outil qui est effectivement, enfin des outils qui sont très très puissants pour collaborer, notamment en asynchrone, c'est clair. Et d'ailleurs, on est assez fan également chez EduSign de Notion par exemple. Est-ce qu'il y a un livre que tu as sur ta table de chevet? Oui, et qui n'a aucun lien avec la formation. Vas-y quand même. Je te le cite quand même. Alors, eh ben, il est sur ma table de chevet et c'est vraiment en plus ça va très bien avec le thème pardon. Et alors c'est le docteur Matthew Walker qui a écrit ce livre. J'avais toujours lu des extraits, des bribes de ce livre par-ci par-là. J'avais regardé des vidéos sur YouTube à son sujet et là je me suis dit allez, il faut que je me lance réellement. Et le livre s'appelle Pourquoi nous dormons, et c'est sous-titré Ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Et je vois de plus en plus d'entrepreneurs sur LinkedIn qui en parlent. Il y a Pierre Monclos de Youno qui en avait parlé à une époque, etc. Et il m'avait vanté ce livre et bon, je l'avais ajouté dans ma longue liste de livres à lire, qui est toujours, voilà, une liste qui est toujours extrêmement longue, mais ça y est, son tour est arrivé. Et il paraît que c'est passionnant, et il paraît que lorsqu'on a fini de lire ce livre, on n'a qu'une envie, c'est de dormir, et au moins 8 heures par nuit. Donc voilà, temps qui n'est pas du tout gâché, parce qu'il nous montre les impacts de ça sur la productivité, sur la créativité, sur le bien-être, etc. Donc je suis assez fan de livres comme ça, on va dire, qui mènent à l'action. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Ok, tu vas presque me donner envie d'aller faire une petite sieste Eh après, bien, ça vas-y, va pas le je faire. t'en prie. Où est-ce qu'on peut te trouver, dis-moi? Digitalement, j'imagine plutôt. Alors, je suis présent sur LinkedIn, et d'ailleurs, c'est le seul réseau social. Voilà, ça, alors j'ai souvent je suis souvent assez critique sur l'utilisation des réseaux sociaux, parce que ça peut être très chronophage. Donc, j'essaie de mettre en œuvre des bonnes pratiques Donc tu n'es pas sur d'hygiène TikTok toute numérique. la journée, c'est ça? Non, exactement, voilà. Et je n'ai plus de compte Facebook ni Twitter, etc. Mais par contre, sur LinkedIn, j'y suis quotidiennement. Donc voilà, on peut m'y retrouver pour échanger avec plaisir et suivre mes aventures formidables dans le monde, notamment de l'évaluation des formations. Super. Parce que oui, effectivement, on a beaucoup parlé des évaluations, mais donc vous pouvez aller parler à Jonathan pour d'autres choses, hein, il ne fait pas que Tout à ça, fait. évidemment. Exactement. C'est juste, tu es donc l'expert de ce sujet, donc nous avons fait un petit focus là-dessus. Eh bien, Jonathan, merci d'être passé sur le podcast. Est-ce que Merci à tu as un toi. dernier mot pour clôturer cet épisode? Eh bien, peut-être, voilà, pour faire le lien avec tout ce dont on a parlé, il y a une notion que j'utilise souvent, c'est voilà, de ne pas considérer, je conseille de ne pas considérer la formation comme étant un événement, quelque chose pris isolément, qui arrive un jour dans la vie des collaborateurs, des participants, mais de travailler le plus possible pour que la formation soit vue, perçue et gérée comme un processus. C'est-à-dire, c'est quelque chose avec un avant et un après. Et le conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui travaillent dans le monde de la formation, c'est de travailler le plus possible sur cette formation processus, de considérer que la formation doit mener à des changements et qu'un changement se gère, un changement s'accompagne. Et un participant qui arrive en formation et qui découvre le thème de la formation 10 minutes avant que ne démarre la formation, et qui à 17 heures pense déjà à autre chose, c'est une formation qui sera très probablement inefficace. Alors que si on la prépare en amont par de la communication, par du teasing, par des tests, pourquoi pas de positionnement,
et qu'en aval, on l'évalue, on l'accompagne, on va jusqu'au bout de la démarche, jusqu'à ce qu'il y ait une montée en compétences effective, là, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus challengeant. Donc voilà, pensée, formation, processus, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer. Super. Bah, merci beaucoup. Je te Merci à souhaite une toi. très bonne fin de journée. Et puis à la prochaine, Jonathan. À bientôt. Merci d'avoir écouté Formation Innovation. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sûrement apprécié cet épisode. Si c'est le cas, le meilleur moyen de soutenir le podcast est de laisser une note sur Apple Podcast. Afin de retrouver les sujets évoqués pendant cet échange et de ne rater aucun épisode, rendez-vous sur formation-innovation.com. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et bonne formation.